Eh bien, bonjour à tous et puis bienvenue dans cet épisode, ce premier épisode de Destin alchimique avec Ève Bertel. Il me tient à cœur d'interviewer des personnes anonymes ou moins anonymes sur leur parcours de vie et en quoi leur valeur ajoutée au monde. Aujourd'hui, les partages, les quêtes, les fibres, les messages qu'ils ont envie de partager à travers leurs activités sont susceptibles d'être un enrichissement pour chacun, mais surtout, et c'est vraiment la singularité de cette approche, surtout peut-être où ça prend naissance, en quoi, comme le suggérait notre cher Carl Gustav Jung, Mm. en quoi nos épreuves sont susceptibles de créer des bifurcations et nous propulser sur des trajectoires qui correspondent justement à notre juste place au monde. Alors, il ne le disait pas exactement comme ça, mais enfin, ça voulait dire ça. Et c'est comme ça que je l'ai compris moi-même. Alors, j'ai la joie d'accueillir Ève aujourd'hui et je vais te laisser te présenter. Et puis, en fait, dans ce dessin alchimique, il va y avoir en gros 2 ou 3 temps. Le premier, c'est de parler de l'actualité de mon invité, de ce qu'elle a envie de partager en ce moment. Et puis après, Mm. peut-être de remonter dans le temps et de voir quelle est la source, quelle est la genèse Mm. de ces envies de partage et des messages qu'on a envie de partager. Donc, Mm. Ève, tu es psychanalyste, un peu réducteur peut-être. Je vais te laisser dire avec tes mots à toi qui tu es. Oui, oui, oui. Merci Charlotte. Je suis contente de démarrer ces destins chimiques avec toi. J'aime beaucoup le concept. Ça me touche beaucoup de pouvoir apporter un petit peu de ma, comment dire, de ma substance, modestement, à ce qui va devenir les destins chimiques que tu vas continuer après avec d'autres invités. Et alors oui, je suis psychanalyste. Alors voilà, c'est de la psychanalyse intégrative, donc c'est une psychanalyse qui est vraiment en phase avec le monde contemporain. C'est une psychanalyse qui a évolué depuis Freud, c'est-à-dire que si Freud est le point de départ, il n'est pas le point d'arrivée. Et entre-temps, il s'est passé plein de choses. Il y a eu des tas de choses qui ont été découvertes. Il y a eu des dissidents de Freud qui ont apporté des choses passionnantes. Donc, la psychanalyse intégrative, c'est une approche théorique et pratique qui essaie de tenir ensemble des concepts et des outils, des philosophies qui peuvent parfois même être contradictoires. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît d'être parfois mis en difficulté, de devoir tenir ensemble dans une espèce de puzzle des tas de choses qui ne s'emboîtent pas forcément. Je trouve que ça sollicite la créativité et puis ça nous demande beaucoup d'humilité. Donc la Mm. psychanalyse intégrative, donc voilà, il y a des écoles à Paris qui forment à cette discipline. Et puis, je me sens aussi philosophe de cœur dans le sens d'être une amoureuse de la Sophia, une amoureuse de la sagesse. Je crois que j'ai ça chevillé au corps depuis que je suis toute petite. Je le formule comme ça maintenant à cet âge-là, mais voilà, il y avait inscrit en moi ce besoin de connaissance, de sagesse, ce besoin d'être en contact avec les grands mystères de la vie. Mm. Et voilà, nous, en Occident, on a la chance d'avoir tous ces grands penseurs, tous ces grands philosophes grecs qui peuvent vraiment nourrir notre cheminement personnel. Mm. Puis, je suis aussi écrivain, auteur, essayiste, et on va dire que c'est ce qui fait sens vraiment pour moi maintenant. Je pense que j'arrive à un moment de ma vie où je peux faire une sorte de synthèse de ce que j'ai vécu, mais aussi de ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, mes formations, mes enseignements, tout ça. Et donc, voilà, j'arrive à ce moment alchimique d'une synthèse personnelle. Et du coup, l'écriture, ben oui, ça devient une voie pour partager avec le plus grand nombre. Mm. Ouais. Alors, on va Mm. en parler de ton livre dans un Ouais. instant. Ouais. Parce qu'il est absolument passionnant et qui donne un éclairage très singulier et qui peut donner vraiment des clés d'ouverture pour beaucoup de gens. Et deux, parce qu'il révèle une bonne partie, je trouve, de qui tu es. Mais peut-être Mm. avant de parler de ton livre et des messages clés qu'on peut y Ouais. puiser, est-ce que tu peux nous dire de façon assez synthétique
ce qui t'anime à travers ton activité d'accompagnante, hein, de thérapeute et des messages que tu donnes en général à travers tes ouvrages, c'est quoi ta quête? C'est quoi ta fibre à toi? Qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Et j'ai l'impression que, alors c'est une question exigeante et délicate, parce que, enfin, je ne sais pas si je sais clairement la nature de ce qui m'anime, mais ce que je sens à l'intérieur de moi, c'est qu'il y a ce qu'on va nommer une sorte de feu sacré. Euh, Quel est ce feu? Bon, je ne suis pas sûre d'en connaître vraiment sa singularité, mais je me sens habitée d'un feu intérieur exigeant qui me guide et me pousse qui me guide et me pousse dans une sorte d'évolution sur laquelle je n'ai pas forcément prise. Mais voilà, je dirais que je suis animée par un feu intérieur et que ce feu, qui parfois est une petite flamme vacillante, de temps en temps peut être un feu incendiaire qui œuvre à l'intérieur de moi Mhm. et qui opère, à mon sens, des transmutations alchimiques et oui, qui fait son ouvrage à l'intérieur de moi, de purification, de régénération et d'élévation. Mhm. J'ai compris assez tôt que je devais reconnaître ce feu, lui faire de la place à l'intérieur et lui obéir, le servir, dans le sens le plus noble du terme, mais en tout cas lui consacrer, avec le mot sacré dedans, lui consacrer du temps, lui consacrer de l'attention. Mhm. Alors ça, c'est pour toi, hein, c'est ce qui t'anime, ce que tu pressens Ouais, pour toi. ouais, Comme nous ouais, sommes des êtres sociaux et que ben, on peut avoir envie de partager ce qu'on aime de soi et notamment mmh, à travers sa vocation. Donc, ouais. si tu avais à décrire ce qui t'anime dans ta vocation, ce que tu partages à travers ton activité de psychanalyste et tes livres, qu'est-ce que tu as envie de partager comme message au monde en étant simplement tout simple, hein, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Mmh. Moi, j'ai envie de dire que c'est capital d'avoir une confiance, mais absolue dans la vie. Bon, c'est quelque chose que j'ai découvert lors d'une étape vraiment d'un drame personnel que j'ai vécu quand j'étais jeune. Euh, je- je- les, les, les grands drames, les grands traumatismes, les grandes épreuves de notre vie, comme l'a dit notre ami Jung, et comme tu le développes toi-même, je pense que voilà, nous sommes nombreux à avoir conscience de ça. Ces grands drames, ces grandes épreuves qui nous terrassent et qui nous jettent à terre, en fait, elles sont destinées à nous travailler comme la pâte du boulanger est travaillée par la main du boulanger. C'est la façon que la vie utilise pour nous travailler, et nous travailler, nous ameublir, nous amollir, nous dissoudre nos résistances, nos carapaces, nos endroits corsetés, nos endroits gelés, morts-vivants. Voilà. C'est une façon pour la vie, à travers ces événements douloureux, d'essayer de creuser des failles, parce qu'il faut des failles pour que la lumière de l'intérieur puisse jaillir et que la lumière de l'extérieur puisse rentrer. Donc pour moi, c'est vraiment, ça signifie que ce qui est essentiel pour moi, c'est d'entretenir, de cultiver, quoi qu'il se passe, vraiment, quoi qu'il arrive, de cultiver cette confiance absolue dans la vie. J'ai Hum, longtemps, longtemps lutté contre la vie. J'étais en guerre contre elle. J'ai longtemps été en guerre contre elle, jusqu'à un moment, une grande étape dans ma vie où j'ai mis pied à terre, un peu comme un chevalier. C'est hum, cette image-là que j'ai, puisque j'ai longtemps fait de l'équitation, donc vraiment descendre de son cheval, mes pieds à terre, poser à terre mon bouclier, mon armure et mes armes et dire, OK, je m'incline devant toi et je décide de devenir la disciple de la vie. hum. Je Ce renonce que au tu dis, ça combat. me, pardon, ce que tu dis, ça me fait penser à ce que dit Rumi, hein, la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous. Puis quand tu parles de lumière, là, ces failles qui permettent de libérer la lumière. Je Ouais, repense au feu sacré que tu disais tout à l'heure. ouais, Elle voit ouais, cette même métaphore, hein, c'est que
euh, Mm. les choses un peu brusques qui nous arrivent, bah, ouvrent des failles et permettent de faire jaillir notre lumière. Ouais, c'est beau, c'est très beau ce que disait Rumi. Voilà, c'est tellement vrai. Après comment dire, bon, concrètement, hein, au quotidien, c'est pas absolument pas évident comment dire, c'est vraiment pas évident dans les grandes épreuves de se dire, voilà, en fait, c'est une façon qu'opère la vie, comme dit Rumi, pour qu'à travers ces failles, la lumière puisse rayonner, puisse chaleureusement et amoureusement rayonner en nous et à travers nous. Mais c'est Mm. vrai, c'est... Mais c'est vrai que Donc, sur le moment, c'est difficile, voire parfois impossible, et c'est surtout pas le ouais, moment. Quand l'émotion est aiguë et que le drame arrive, c'est pas envisageable, non, c'est pas du tout cérébralisable et analysable. ouais, Après, quand ça s'est tassé, et c'est ce que tu fais avec ça. ouais, Alors ah, vite, il n'apparaît pas très bien à l'écran. ouais, Comment une crise nous transforme en profondeur. ouais. Donc, j'ai envie qu'on partage un petit peu parce que c'est très atypique ce que tu proposes, même si moi, je me suis retrouvée et j'ai bu du petit lait en te lisant. Et donc, est-ce que, alors tu vas pas nous parler de l'ensemble du livre, mais peut-être avant ça, tu sais, moi, mon truc, c'est ce qui anime, ce qui Ouais. est en mouvement, hein, ce qui crée vraiment de l'élan. Et donc, qu'est-ce qui t'a animé? Pourquoi tu as écrit ce livre? Qu'est-ce que tu as envie de partager à travers ce livre? En fait, j'ai écrit ce livre parce que j'ai été traumatisée par la crise covidienne. J'ai été extrêmement mise à mal. Ouais, j'ai été, j'ai vécu ça dans de bonnes conditions matérielles, certes, mais psychiquement, émotionnellement, spirituellement, je- 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 j'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Et donc, j'ai constaté que, enfin, ça a pris une ampleur chez moi parce que ça a réactivé des blessures. Et donc, je me suis mise à faire des allers-retours entre ce qui se passait à l'extérieur, ce qui se déroulait à l'extérieur, et comment ça m'activait, comment ça m'agitait, et en fait, sur quels endroits névralgiques ça appuyait à l'intérieur de moi. Et, euh, et donc, j'ai compris, enfin, j'ai réalisé combien cette crise avait une fonction initiatrice et qu'elle était là comme une grande épreuve collective pour secouer le cocotier, entre Et guillemets. individuel aussi, hein, pas que Oui, collectif, hein, c'est mais ça. les deux. C'était une grande crise collective, mais pour chacun d'entre nous, il y avait un passage là. Il y avait un passage exigeant et difficile. Et donc, j'ai observé à l'intérieur de moi, j'ai voyagé avec cette crise et j'ai rencontré à travers cette crise de quelle manière elle venait rejouer sur des blessures personnelles et transgénérationnelles. Je donne un exemple concret. Par exemple, moi, je suis par ma mère d'origine polonaise et lors de cette crise, j'ai revécu des terreurs, des terreurs de ces gens en Pologne qui ont vécu des atrocités. C'est-à-dire, j'ai été saisie par une terreur sans nom que je n'arrivais pas à contrôler, qui me faisait trembler de la racine des cheveux aux orteils. J'avais l'impression que j'allais mourir, j'avais l'impression qu'on allait venir me chercher, me mettre dans un camp, voilà. Donc, ça ne m'appartient pas, ça appartient à ma lignée. Mais j'ai vu combien cette terreur-là s'est rapatriée à l'intérieur de moi et combien elle m'a possédée. Donc, je me suis dit, waouh, 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 mais il se passe quoi? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est-à-dire que je me suis dit, je ne dois pas être la seule à revisiter ces angoisses personnelles, transgénérationnelles, voire karmiques. Donc, ça signifie qu'on est tous, que l'ouvrage qui est devant nous, c'est une sorte de nettoyage de l'inconscient collectif. Qu'est-ce qu'à mon niveau, je dois réapprivoiser de ces angoisses-là pour les dissiper suffisamment. Et puis, si chacun fait son ouvrage modestement à son échelle, hein, la petite part du colibri, mais si on fait tout ça, je veux dire, on agit sur l'inconscient collectif, on n'est plus possédé par lui. Hmm. Euh,
c'est vraiment l'état de peine, de détresse, de colère, vraiment de désespérance qui m'est tombé dessus, qui m'a poussée à essayer de comprendre ce qui se jouait dans cette crise et qui se jouait, j'ai envie de dire, dans l'infra, c'est-à-dire l'envers du décor. Qu'est-ce qui se passe dans les souterrains, dans les souterrains de la psyché pour qu'à un instant T, au niveau mondial, il y ait quelque chose qui se passe et qui vienne plomber la psyché collective. Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? alors, justement, moi, ce qui va nous intéresser, hein, nous tous ici présents, c'est évidemment, tu vas pas rentrer dans le détail complet du livre, mais en substance, qu'est-ce que tu y partages pour présenter en fait aux personnes qui nous écoutent, ce qu'ils vont pouvoir y trouver qu'est-ce que tu partages? C'est quoi le message clé que tu transmets dans cet ouvrage? Alors, le message clé, c'est que pour moi, ça serait une grosse erreur de passer à côté de cette crise. Parce que c'est tentant, c'est très tentant de se dire, voilà, c'est derrière nous, on tourne la page, on passe à autre chose. Eh bien non, 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 parce que cette crise, derrière cette crise, d'autres vont s'enchaîner. Voilà, on est rentré dans un scénario où les crises s'enchaînent. Et cette crise-là, pour moi, elle ouvre, elle est le point d'orgue de quelque chose qu'on a déchiffré collectivement, individuellement et collectivement. Et donc, pour moi, il y a nécessité à revenir sur cette crise pour, d'un point de vue cognitif, affectif, spirituel, en saisir les enjeux collectifs et les enjeux individuels. C'est-à-dire, qu'est-ce que personnellement, quelle est quelle est l'action de cette crise-là sur ma vie à moi? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Qu'est-ce qu'elle vient me dévoiler? Qu'est-ce qu'elle met en chantier dans ma vie? Quel est le travail de conscience, de conscientisation que j'ai à faire? Quel est le travail de régulation? Quel est le travail de métamorphose que j'ai à faire? Mm. Ça, pour moi, c'est pour ça que j'écris ce livre, c'est pour ça que j'espère vraiment qu'il rencontrera ses lecteurs, ses destinataires le plus possible, parce que justement, il donne des clés de compréhension. Mm. Déjà, premièrement, comprendre ce qui s'est passé. Nous avons vécu quelque chose de complètement anormal. Nous avons subi une explosion de folie gravissime. Nous avons été confrontés à des processus pathogènes et pathologiques graves. Comment ces choses-là ont, ont ont infusé dans ma vie? Quels ont été les effets? Quels sont les enjeux? Voilà. Qu'est-ce que je dois faire avec tout ça? Quel est le chemin à emprunter pour justement nettoyer nos écuries d'Augias et puis faire ce travail de transmutation de notre plomb personnel en or? Mm. Parce que pour moi, nous sommes à une étape civilisationnelle capitale. Nous avons tous à faire un bond spirituel. Un bond, alors quand je dis un bond, c'est peut-être un peu... Enfin, je veux mettre la pression à personne. Hein, en tout cas, on a un pas à faire. Pour certains, bon. Certains vont y aller au triple galop, d'autres à reculons, mais peu importe. Euh, on a vraiment à utiliser cette crise pour qu'elle nous serve de tremplin spirituel. Mm. Donc, Alors, en fait, là, ce que tu évoques, c'est qu'on a tous été plus ou moins challengés, et pas forcément aux mêmes endroits, parce que ça vient nous chercher, c'est venu nous chercher chacun en fonction de notre vécu, hein, en fonction de nos blessures que c'est venu réactiver, comme tu dis, comme un point d'orgue. On n'a pas tous été embêtés aux mêmes endroits. Certains, c'était le masque, d'autres, c'était le fait d'être enfermé, d'autres, c'était le fait d'être séparé des gens qu'on aime, d'autres, c'était, que sais-je, le vaccin, si on va jusque-là. Et donc, ça vient nous réveiller chacun individuellement. Et ce que tu proposes, bah, c'est une opportunité de voir où ça vient réveiller une blessure pour que chacun nettoie ses propres écuries d'Augias, comme tu dis. Là, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est, tu as quand même une vision très holistique et très systémique des choses dans ce que tu oui. décris. Et donc, si tu avais à partager là, c'est quoi le sens de cette crise pour le collectif, au-delà du travail qu'on a à faire individuel, mais qu'est-ce que ça vient réveiller pour l'humanité? C'est quoi l'or issu de ce plomb pour l'humanité? Parce que tu vois,
dans tes baselines, en substance, tu dis que c'est une opportunité d'éveil, ou du moins d'évolution spirituelle, cette crise-là, comme si c'était, si vous n'avez pas commencé, il est temps de vous y mettre, quelque chose comme Oui, ça. C'est pas dit exactement comme ça, mais si tu avais j'ai envie de te dire, si tu avais à résumer pour un enfant, tu vois, cette crise-là, hein, pour être, tu vois, pour être le plus concise possible, cette crise-là, qu'est-ce qu'elle enseigne à l'humanité? Et c'est quoi l'évolution clé pour l'humanité qu'elle nous enseigne? alors pour moi, avant de répondre à cette question-là, au préalable, pour moi, elle dévoile le niveau d'immaturité psychique de chacun d'entre nous et un défaut de construction et d'autocontenance. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé comme des passoires et voilà, ces énergies qui sont sorties de leur boîte de Pandore sont venues dans, dans le contenant et puis voilà, ça a fait comme une espèce de feu d'artifice dans tous les sens. Enfin, d'abord, il faut constater avec beaucoup de bienveillance, hein, et c'est pas une attaque dans ma bouche, mais vraiment prendre la mesure de, du niveau faible de construction psychique que nous avons tous globalement. Notre niveau de construction psychique, il est largement insuffisant, ce qui fait qu'on n'est pas équipé pour traverser des crises comme celle-ci, individuellement et collectivement. Donc, défaut de construction psychique et défaut d'autocontenance. L'autocontenance, elle est importante parce que quand on a une structure, quelque chose qui peut nous contenir, c'est la structure qui encaisse les coups, c'est pas l'intériorité. Et il y a beaucoup de gens qui se sont effondrés, qui ont eu des envies suicidaires, qui ont basculé dans la dépression, parce qu'il y a un défaut de structure. Donc déjà, pour moi, ça révèle ça. Et là, ça donne à voir le chemin qu'on a chacun individuellement à faire pour s'étayer, se construire avec un axe et un centre. Voilà, déjà, premier point. Ensuite, ça révèle ça, et donc ça souligne que si on fait ce travail de maturation psychique, pour moi, la maturité psychique est un peu un préalable à l'éveil. Bon, je sais qu'il y a des gens qui s'éveillent sans faire de travail psychique, et tant mieux, mais j'ai le sentiment, alors peut-être je me trompe, mais j'ai quand même le sentiment que la majeure partie d'entre nous, qui sommes en chemin, sur un chemin de conscience, sur un chemin d'éveil, sur un chemin voilà, de métamorphose intérieure, eh bien, nous avons besoin de grandir, de maturer, de cheminer davantage vers la sagesse, hein, de résoudre nos conflits intérieurs, de pacifier, oui, de pacifier nos souffrances, nos blessures d'enfant. Donc, il y a tout ce travail-là en cours, hein, à finaliser, peut-être à débuter, je ne sais pas, mais il y a un gros travail de guérison psychique à faire. Et puis, à mon sens, quand cette guérison psychique, voilà, débouche sur quelque chose de sain, de, voilà, où on est passé en quelque sorte du chaos au cosmos intérieur, et bien à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'ouvre dans la psyché. Il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est-à-dire que notre psyché s'ouvre sur la Voie lactée, elle s'ouvre sur l'immensité du ciel. Et à ce moment-là, les connexions, les flux peuvent circuler entre la conscience collective, divine, cosmique, bon, chacun l'appelle dans son cœur, voilà, à sa façon, mais il y a des liens, des flux qui peuvent circuler entre la conscience cosmique et notre conscience individuelle. Mm. Et pour moi, pour pouvoir accueillir cette lumière transformatrice, on a besoin de devenir un contenant solide, pas une Ouais, passoire. ouais, ouais. Alors, tu sais, quand j'ai lu ton livre, je l'ai lu comme j'aime bien aussi entre les lignes, parce que je savais que j'allais t'interviewer, et donc je voulais, à travers tes propos, je voulais comprendre qui tu étais. Et il y a au moins deux choses qui m'ont marqué en filigrane de tes lignes. C'est la quête de la sagesse versus la folie des hommes. Wow, oui. Et c'est, alors ça rejoint peut-être la chose, mais c'est le côté inhumain, robotique
de certains aspects dans la crise et en général dans la société, puisque comme tu le dis très bien, cette crise c'est un point d'orgue, ça ne fait que mettre une emphase sur ce qui est Oui, déjà là, d'un monde très mécaniste, dépourvu d'humanité, ou du moins dont l'humanité n'est pas aussi présente, l'humanité dans le sens, le cœur, ce que j'appelle moi le yin, hein, le féminin, oui, par opposition, et il n'y a pas de jugement par rapport au masculin qui serait le contenant, justement, et qui serait le cadre ou l'autorité, etc. Et donc, si tu veux bien, j'aimerais bien faire le lien avec ta vie personnelle parce que je sens que cette quête de feu sacré, de lumière, quelque part, hein, d'élan vital, hein, et de sagesse, parce que tu poses le mot régulièrement, hein, d'aller vers l'évolution de conscience, vers la sagesse, en faisant mention des grands sages, etc. Elle vient d'où, cette quête-là, de ce besoin de sagesse? Tu sais, dans l'approche alchimique que je développe, bien souvent, nos quêtes, elles sont à l'opposé littéral de nos traumas d'adultes et d'enfants. Donc, oui. selon toi, cette quête éperdue de sagesse pour toi et pour l'humanité, tu la tires d'où de ce qui t'est arrivé dans ta vie? Mhm. Alors, ah oui, à titre personnel, alors c'est très juste, hein, le lien que tu fais, c'est très juste et très fin. Ben oui, c'est vrai que la sensibilité que j'ai à ce qui à ce qui se déshumanise, à ce qui s'enfonce dans la folie, elle est directement liée à mon histoire personnelle. Et c'est vrai que j'ai été confrontée à la folie des hommes de manière rude, très très rude. Alors, de deux manières, hein. On va dire dans ma vie de jeune femme, quand j'avais 24 ans, ma mère a été assassinée et que ben, j'avais pas l'équipement psychique du tout à l'époque de traverser un tel drame. Donc, il y a eu un effondrement. Je me suis effondrée. J'ai l'impression d'avoir été avalée par la terre. J'ai l'impression d'avoir été raptée par les enfers d'Hadès, quoi. Voilà, j'ai sombré dans les enfers, dans mes enfers personnels, et je pense que j'ai erré longtemps dans ce labyrinthe-là, à être avec une sorte de folie inassimilable. Et à Tu as l'époque, ressenti toi-même de la folie, hein, ah oui, dans cet effondrement? ah oui, oui, c'est la folie des hommes. Enfin, certains rencontrent ça en temps de guerre, Oui, hein, c'est-à-dire quand tu parles de la folie, ta mère, elle a été tuée par quelqu'un qui était fou? bah, non, non, c'est l'acte même d'assassinat Ah, qui est pour l'acte moi. qui était fou, d'accord. Oui, voilà, c'est Considère comme tel. Ouais, oui, moi je considère, ben oui, c'est un passage à l'acte, une grande violence. ouais. C'est folie. Enfin, s'entretuer, ça relève de la folie pour moi. De la folie, c'est-à-dire que on perd notre humanité. On Hmm, perd notre humanité, on bascule, on est possédé par des forces intérieures qu'on n'arrive pas à gouverner, et on perd notre humanité, on perd notre conscience, on perd notre maîtrise personnelle. Donc pour moi, ça relève de la folie. hmm. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, et voilà. Donc il y a eu pour moi, c'est vraiment, on pourrait dire, si c'est la psy qui parle, elle dirait que c'est un traumatisme fondateur. Et voilà, moi, ça a fondé qui je suis. Et puis après, d'une autre manière, j'ai ma grand-mère maternelle qui a passé les 2 tiers de sa vie en hôpital psychiatrique, et j'ai des souvenirs enfants où on est allé la voir, et des souvenirs très, 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 très effrayants. Des ambiances d'hôpital psychiatrique de l'époque en plus, c'est assez, bah, ouais, on bascule dans un monde, je trouve même pas les mots pour le décrire. Et je pense que alors voilà, je pense que ces 2 expériences-là, enfin, m'ont rendue extrêmement, extrêmement sensible à la folie des hommes, enfin, c'est-à-dire quelque chose qui se déchaîne, heu où il y a plus de capitaine dans le navire, et où d'une certaine manière, on est dans le sans limite. La folie, c'est ça, la folie, c'est la perte de contact avec la réalité, c'est la psychose, on pourrait dire, hein. C'est-à-dire qu'on perd le contact avec la réalité n'existe plus, et donc eh bien, on est dans une espèce de chose où il y a plus aucune limite.
Je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, hein, ce contenant qui était pas tout à Oui, fait stable. oui, oui, Le oui, contenant, oui, c'est ce qui donne la limite, quelque part, exactement. hein. Et puis là, tu évoques, en fait, dans ton enfance, qui a été hyper marquant, il y a la folie géopolitique avec les guerres, Oui. la folie qui a pu te marquer, hein, en tant que mémoire transgénérationnelle Mm. de ta grand-mère, et puis qui s'est reproduit avec ta propre folie et la folie de cet acte. Donc, on peut là, si tu m'autorises, à faire le lien de cette quête de recherche, d'une part, de la sagesse, Mm. et d'autre part, de cette humanité contenue dans chaque être humain et qui peut être ébranlée parfois, peut-être. Enfin, Oui, pour différentes raisons, mais je suppose que tu avais déjà fait le lien en tant que psy entre oui, oui, ces deux, la quête et ta blessure, hein. oui, 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 ben oui, en tant que psy, puis oui, bien sûr, oui, oui. Après, c'est quelque chose qu'on peut explorer, parce que voilà, ce qui nous a construit, détruit et reconstruit, enfin peu importe, mais de toute façon, ça fabrique qui on est. Et c'est installé à l'intérieur de nous, c'est distillé à l'intérieur de nous et ça va donner effectivement une couleur, une singularité, une sensibilité, des exigences particulières, des ressources, des limites, enfin voilà, ça nous façonne complètement. Et donc l'ouvrage d'une vie, c'est de voyager avec tout ça et d'en tirer les grands enseignements. À titre d'exemple, pendant la période covidienne, consciente de ce qui se passait, je suis allée revisiter mes zones de folie personnelle. C'est-à-dire, quels sont les endroits où moi aussi je perds pied, quels sont les endroits qui sont des endroits d'inhumanité en moi, quels sont les endroits voilà, où les choses sont pas... Oui, mes parts de folie personnelle. Mm. C'est, c'est- je me suis dit, si chacun d'entre nous profite de cette crise pour aller visiter ces zones-là, y mettre de la tendresse, y mettre de la conscience, y mettre de la lumière, eh bien, je trouve ça réjouissant. Ça veut dire que Mm. chacun, on va dans la même direction, pas tous de la même manière, hein. Il y en a qui Mm. vont à cheval, Ouais. d'autres en train, mais peu importe, on va dans la même direction. J'entends ce besoin que tu as donc d'une part d'être à la recherche de notre sagesse personnelle et Mm. puis de contribuer, de faire en sorte que l'humanité ça s'agisse quelque Mm. part. Et ça vient de la folie. Je prends mon toc de mon approche alchimique parce que pour moi, tout a ombre et lumière. Tout est ombre et lumière. Et que si tu as une blessure, par exemple, en lien avec la folie, c'est que tu as aussi en toi la polarité positive de la folie, pour pas qu'elle ne vibre que dans son aspect ombre. J'ai été marquée très jeune par une phrase de La Rochefoucauld qui était inscrite dans les toilettes chez ma grand-mère. Et cette phrase, c'était Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Ouh, c'est Tu vois beau! cette dualité-là, et donc j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que serait pour toi la beauté, pour pas rester sur le côté sombre et factuellement épouvantable de la folie, mais quelle que serait pour toi l'utilité et toute la beauté de la folie dans son sens noble? Oui, dans son sens noble. La folie, je crois, c'est ce qui nous permet de sortir. Ah, je suis surprise de ce que je m'entends dire dans ma tête. J'allais dire, la folie, c'est ce qui nous permet de sortir de nos prisons mentales. C'est-à-dire, Ouais, bien sûr, ouais. en fait, oui, ça nous aide à sortir de nos enfermements. La folie, c'est aussi l'incongru, c'est l'irrationnel, c'est l'ingéniosité, c'est l'intuition, c'est l'inspiration. Donc, ça, c'est la folie dans sa robe de noblesse et dans ses Mm, ressources. Et là, pour le coup, oui, elle va dépoussiérer, elle va secouer, elle va nous réveiller aussi. mm. Ouais, C'est possiblement une des choses que dit aussi, pour certains d'entre nous, peut-être pas pour tout le monde, hein, cette crise où on a pu voir des folies
de différents registres, hein. Tout le monde n'était pas le fou enfin, c'était pas les mêmes fous pour tout le monde. Mais en gros, moi, ce que j'aime dire, c'est que le fait d'être obligé de se confiner en soi-même pour démasquer notre feu intérieur, hein, le couvre-feu, le masque, le confinement, c'est pour nous inviter à nous confiner, pour déconfiner, démasquer notre feu intérieur, et que possiblement, ce feu intérieur, il est singulier et qu'on considère qu'il est tellement différent des codes culturels du groupe qu'on se sent un peu fou parce qu'on n'est pas hein, pareil que les autres. Donc pour moi, la folie, ça pourrait être, on croit qu'on est fou parce qu'on pense out of the box, on pense un petit peu différemment. Et j'aime bien dire, et je crois que je l'avais écrit dans mon propre livre, si on est trop sage, on loupe le passage vers la sagesse, c'est-à-dire justement cette sagesse intérieure. Si on est trop dans le moule et qu'on n'ose pas aller chercher notre vérité personnelle, qui est quelquefois très différente des codes et des injonctions et des conditionnements qui nous ont façonnés, et ben du coup on oublie notre vérité personnelle en étant trop sage, en étant trop dans la norme quelque part. Donc c'est oser notre petit grain de folie personnelle, ce qui va nous différencier, nous singulariser. Ah Qu'est-ce que bah, tu ressens de ça? j'abonde complètement dans ton sens, hein. C'est vrai que si on demeure un petit garçon sage ou une bonne petite fille sage, on passe à côté de notre singularité, on ne rend pas hommage au feu intérieur qui nous caractérise et qui nous spécifie, et on va mourir triste, et triste et gris, hein. Oui, bien sûr, ouais, ouais. Non, mais Et on n'est pas dans notre humanité, dans notre humus personnel, hein, parce que oui, oui, l'humanité, ça vient oui, dans oui, notre terreau individuel, du coup, qui s'éteint pour coller au cadre, au fameux contenant dans sa version ombre. oui, 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 Et on oui. n'est pas dans notre contenant individuel, personnel, hein, correspondant à notre singularité d'être. C'est tous les, hein, puisqu'on parlait de Jung tout à l'heure, c'est tous les enjeux de l'individuation, hein, dont parlait Jung. C'est comment sortir de la masse informe, comment sortir oui, de cette espèce de chaudron dans lequel tout le monde peut se sentir. Oui, je ne trouve pas le mot précis, mais oui, Qui nous encombre, en fait, qui n'est pas nous, en fait. Un peu ce que disait Michel-Ange. T'es toujours là? Ah, Ah, t'es je t'ai pas parti. entendu. Je continue Oui, pendant que je tu suis là, mais je déconnectes. t'entends Ah bon, pas. d'accord. Je disais, ça Ouais. fait penser ce que tu dis. J'aime bien les métaphores. Moi, j'ai une blessure de comparaison. Alors, je polarise positivement avec la notion de métaphore, qui est une sorte de comparaison. J'aime beaucoup cette métaphore de Michel-Ange qui dit, je n'ai pas ciselé un ange, j'ai simplement enlevé tout ce qu'il y avait autour, et sous-entendu qui n'était pas l'ange. J'ai enlevé ce qui n'était pas l'essence même du truc. Et c'est ça qu'on a à faire, tu vois, quand tu dis nettoyer les écuries d'Ougias, ben c'est enlever tout ce qui n'est pas soi, les mémoires familiales, les injonctions, les codes culturels, les dogmes, et qui sont parfois aux antipodes de notre humanité. Et c'est peut-être justement là pour ça, pour être comme un moule qui va montrer en sens inverse, hein, dans la version concave ou convexe, de qui on est vraiment. D'où l'intérêt de regarder ce qui nous plombe, parce que derrière, on va peut-être en deviner les contours de qui nous sommes. Oui, et c'est vrai que c'est le sens de la vie, c'est le sens de notre vie, hein, de parvenir à nettoyer, à extraire de la masse du marbre la figure singulière qui est la nôtre, hein. Voilà, ce qu'on incarne et ce qu'on a apporté et à partager autour de nous, pour apporter notre petite pierre voilà, à l'édifice de la conscience, pour apporter notre petit grain de sel et de folie dans le monde, voilà, pour créer chacun à sa manière, des oasis d'amour, de complicité. Enfin, voilà, mais pour pouvoir faire ça chacun, effectivement, il y a à nous dépouiller et à, et à accéder à à notre essence, à notre vérité profonde, à notre essence. Notre essence, peut-être dans les deux sens du mot naissance, hein, Mhm.
nos sens, notre essentialité, puis notre naissance, notre renaissance, hein, parce que comme chaque crise, bah, l'effondrement, il y a quelque chose qui renaît de ses cendres. Est-ce que, Oui, avant qu'on passe aux questions, tu oui. as envie de partager quelque chose qui t'a particulièrement, qui te tient particulièrement à cœur dans le livre que tu nous proposes? Non, non, là, non, c'est bien. S'il y a des questions, j'y réponds bien volontiers. Que c'est des questions ou des témoignages, hein, puisqu'on a tous vécu, comme tu le disais, différemment la crise covidienne. Donc, s'il y a des témoignages aussi sur voilà, comment cette crise-là a été vécue, sur aussi comment les personnes ont peut-être commencé à comprendre, commencé à éluder un certain nombre de choses. On va proposer ça. Donc, on va vous proposer maintenant un petit temps d'échange assez court, hein, qui va durer peut-être une dizaine de minutes. Après, on verra. On va laisser ouvert si jamais. Voilà. Hmm. Mais est-ce que certains d'entre vous ont très envie de poser une question à Ève, pour profiter de sa présence, Hmm. ou bien un témoignage? Alors, je vous inviterai à être concis pour laisser la place à plusieurs personnes. Un témoignage à apporter ou un commentaire à nos premiers échanges. Ou si certains d'entre vous, vous avez lu mon livre, c'est pareil, peut-être vous avez quelque chose à dire à son sujet. Voilà, ça peut être ça aussi. Puis on rebondira, je rebondirai. Donc, je vous invite à mettre votre vidéo ou votre son, en tout cas le son, si vous avez envie de prendre la parole. Apparemment, c'est assez muet. Oui, c'est pas forcément simple, hein, de prendre la parole comme ça. Je peux le comprendre aussi. Oui, c'est aussi que les partages que tu proposes, ils sont d'une grande profondeur. Donc, ça invite aussi peut-être à se recentrer sur soi. Mm. Donc, n'hésitez pas, hein. Moi, en tout cas, je voulais te remercier beaucoup, Ève. Mm. J'ai vraiment été très séduite par ton livre et j'ai même je me suis dit, je rencontre une âme sœur en te lisant. On ne se Ah, connaissait pas, non. on a Mm. des relations communes. On s'est rencontrés presque par hasard sur les réseaux, pas tout à fait, mais on a une fibre commune, hein, sur la Mm. transmutation de nos épreuves en quelque chose qu'on peut appeler résilience, mais qu'on peut appeler aussi Mm. pulsion et force de vie, que j'aime Mm. bien moi appeler l'or, hein, notre lumière. Et donc je voudrais te dire à quel point j'ai été touchée de cette rencontre Mm. et de ce que j'ai lu de ton livre. Vraiment, j'ai été émerveillée de ta capacité d'analyse profonde de ce qui s'est Mm. joué, sans toujours, ben, souvent, jamais prendre comment dire, d'incriminer qui que ce soit, même si tu incrimines en général la folie des hommes, on va dire, et l'immaturité de certains, mais avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de recul aussi sur qui s'est joué, sur ce qui s'est joué, d'une manière collective du moins. Donc merci parce que ça donne un éclairage très profond, plutôt que de se crisper sur la crise et ses inconvénients, d'en faire Mm. vraiment cette opportunité de Mm. transformation personnelle et Mm. collective. Et je rajoute, moi, j'ai envie de partager aussi ce que j'avais ressenti moi par rapport à cette crise. Alors, je le dis avec d'autres mots, mais finalement, ça revient au même. Mm. C'est comme si pour moi, c'était vraiment une demande de nos âmes collectives, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais d'aller oser notre singularité d'être. Et c'est ce qu'on peut Mm. appeler aussi le féminin sacré. Il y a plein de niveaux de lecture, parce qu'on est dans un monde extrêmement masculin, extrêmement tourné vers l'extérieur, vers ce qui brille, très soumis à des autorités qui ne sont pas les nôtres. Donc on est inféodé quelque part à l'extérieur, à ce que j'appelle le monde yang, sans porter de jugement du tout sur le masculin, qui est quelque Mm. chose de très noble. Simplement, il est, on va dire, en disproportion par rapport à notre côté purement humain, le cœur, les intuitions, l'invisible.
et notamment cette humanité symbolisée par le cœur, qui est présent, mais qui est un peu en sourdine. J'ai envie de dire, le masculin, il est là, et le féminin est là. Et donc, j'y ai vu personnellement une Mm. opportunité de d'oser faire émerger ces fibres de nous-mêmes, que j'appelle Mm. le féminin, mais qu'on peut traduire par notre feu sacré intérieur, comme tu le disais très justement en introduction de cet épisode-là. Donc, merci à toi de partager ça. Mm. Il me vient quelque chose en t'écoutant. Je ne sais pas si on est dans le temps ou pas, s'il reste un petit peu de temps ou pas. Oui. En t'écoutant, quand tu parlais de féminin, oui, j'ai envie de rajouter quelque chose dont parle mon livre et qui me semble important de voir. C'est que pour moi, ce qui s'est passé dans la crise covidienne était une attaque de l'éros. Pour moi, j'ai vraiment vu des forces qui ont attaqué l'éros. L'éros, c'est vraiment ce mouvement de vie, cette énergie vitale euh, qui, qui permet la créativité, qui permet la fécondité, qui permet la joie de vivre, qui permet, voilà, qui donne du sel et du sens à la vie. Bon, on ne peut pas vivre sans Eros. L'Eros, c'est l'amour, c'est voilà, c'est tout ce qui va avec. Et donc, pour moi, il y a eu vraiment une attaque de l'Eros. Et qui dit Eros dit aussi capacité à aimer, capacité à créer. Alors, ça c'est quelque chose que je trouve capital d'observer. Et, et je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai perdu le fil en même temps, et ça avait à voir avec ce que tu disais. Euh, Le féminin sacré, on parlait. ouais, ça avait à voir avec ça. Bon, bah écoute, j'ai perdu, j'ai perdu le fil Oui, du en tout cas, raisonnement. c'est vrai qu'il y a eu, alors, on va pas dire qu'il y avait une pulsion de mort, mais disons que ce qui nous a été imposé, c'est le danger de mort, quelque part, hein, où tous les jours, tant de morts, attention, vous allez tous mourir, etc. Donc, sans incriminer qui que ce soit, mais en voyant les énergies en présence, ça Ouais. invite à quoi? À un sursaut de vie par une énergie opposée, en quelque sorte. Alors, soit on s'effondre et on se dit c'est horrible, je vais mourir, on va tous mourir, soit on le décrypte à la manière alchimique en se disant, ben, s'il y a une pulsion de mort devant moi, c'est justement une invitation à aller rechercher cet élan vital, cet éros, comme tu l'appelles, pour ce feu Voilà, sacré, hein, voilà, aussi, le couvre-feu, ben, on découvre notre feu sacré. Tu as retrouvé voilà. ce que tu voulais Et dire? pour rebondir sur ce que tu dis avec des mots un peu différents, mais je pense que l'enjeu de cette crise, c'est vraiment qu'on remette l'âme au cœur de Mm, notre vie, que l'âme redevienne la pilote de notre vie. mm. Bon, voilà, c'est pas un scoop, mais tout le monde voit bien qu'on vit dans un monde euh, extrêmement matérialiste. Culture matérialiste, elle nous a coupé nos ailes, elle a Comme tu le coupé nos dis, racines déshumanisé, tu le spirituelles. vois, comme un monde très robotisé et mécaniste, hein. Donc, l'idée, c'est Ouais. Et voilà, et bon, alors tu parles de féminin. Euh, c'est peut-être une autre façon de présenter les choses, mais en tout cas, moi j'ai vraiment senti, à titre personnel, que ce qui m'était demandé, c'était que vraiment l'âme soit remise au centre de ma vie et que ce soit elle qui me guide et pas des choses, des mouvements, des forces à l'extérieur, dans la société, mais que ce soit vraiment moi qui devienne le pilote de ma vie, dirigée par mon âme, cette âme mm. reliée à la conscience cosmique. Et là, effectivement, on peut dire qu'avec ce qu'il est question d'un réveil, Ouais, d'un réveil de c'est très beau ce conscience. que tu dis. Mm. Moi, j'ai pour habitude de dire que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur, comme le disent quasiment toutes les sagesses fondatrices, hein, des cultures du monde, depuis Sumer, l'Égypte, les sages taoïstes, la Kabbale, le soufisme, etc. Et donc, c'est vraiment comment dire, cette opportunité de voir que ce qui nous arrive à l'extérieur est le reflet de dissonance
à l'intérieur, quand c'est évidemment pervers et toxique. Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de voir que le monde extérieur étant le reflet de notre monde intérieur, ça vient percuter des blessures et des dissonances dont on s'est imprégné dans notre enfance, hein, il ne s'agit pas de culpabilité, ou dans nos mémoires transgénérationnelles, pour les nettoyer et pour en faire quelque chose. Donc, et on peut ramener beaucoup de choses, comme le dit la loi du Tao, à des dimensions yin et yang. C'est-à-dire, s'il y a une autorité suprême qui nous impose des choses aux antipodes de notre humanité, ça nous dit qu'on a quelque part en nous une autorité supérieure en général. C'est là, le cerveau, la tête, l'analyse, hein, ce qui dirige, ou ce qui croit qui dirige en fait notre personne, et qu'on oublie peut-être de se laisser porter par ce flux qui est au moins aussi important, sinon plus, et qui est cet élan, cette fibre, ce feu créateur, et qui vient plus du corps, en tout cas du cœur. Et bien souvent, et on voit comment ça se passe sur la planète, hein, c'est les dimensions masculines de la vie sont en supériorité et ont une certaine toxicité sur les dimensions féminines, en tout cas humaines, le cœur, les émotions, notre fibre humaine et notre sagesse intérieure qui n'est pas forcément là. Et donc, c'est une invitation à faire réémerger nos dimensions féminines et peut-être aussi à incorporer et à regarder autrement ce que j'appelle symboliquement le monde de la mort, c'est-à-dire le monde de l'invisible, parce que la mort étant omniprésente, ça nous parle aussi de renouer avec ce concept de la mort, donc évidemment dans ses vertus, pas dans ses choses douloureuses, mais c'est le contact avec le monde de l'invisible, le contact, pourquoi pas, avec les défunts, dans le sens les mémoires transgénérationnelles, de recontacter ce qui est noblement mort pour que ça fasse partie de la vie. Parce que si on méprise ça, ça va nous sauter à la figure de plus belle. Donc c'est vraiment une invitation à l'humanité de renouer avec ces dimensions féminines, et chacun le fera à sa manière de colibri, d'utiliser davantage cette fibre sensible, quelque part, du cœur, de l'âme, de l'invisible. En sachant que, mais bon, je pense que tout le monde aura compris que quand on parle de féminin et de masculin, bien sûr, on parle d'énergies qui sont à l'intérieur des hommes Sûr, et des femmes. Hein. bien sûr. On D'anima et parle du animus. masculin. Ouais. Voilà, je disais juste ça pour voilà, m'assurer qu'il n'y ait pas Bien de... sûr, bien sûr. On n'incrimine pas du tout le monde masculin. Au contraire, de toute façon, Oui, le masculin, il oui, n'est ben, pas mal. Au contraire, c'est noble parce que c'est la lumière, c'est voilà. l'amusement, c'est la brillance. C'est simplement qu'il est perçu comme toxique quand il est en dominance sur le féminin. Quand il y a trop de tête et pas assez de cœur, c'est là qu'il y a une dissonance parce qu'il y a une disproportion de nos polarités. Et on est bien dans cette quête d'équilibre de nos polarités. On a autant besoin de notre tête et des hommes et de nos dimensions masculines que de cette dimension plus humaine, humus, hein, même le contact avec Gaïa, la terre. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus à la nature, c'est pas pour rien après cette crise. Eh bien, Ève, je te remercie beaucoup d'avoir dit oui à cette invitation. On a été un petit peu plus long que prévu. Désolée, je tâtonne, hein, je vais ajuster au fil du temps. Je vais te laisser dans un instant dire le mot de la fin, Ève, une phrase que tu as envie de partager pour finir. Juste avant ça, vous dire que la semaine prochaine, je vais recevoir Antonella Verdiani. Et ça fait un joli lien d'ailleurs, puisque son truc à elle, c'est renouer avec la joie de l'enfant, renouer et ne jamais perdre contact justement avec ce feu-là de la joie qui est présente chez les enfants quand elle n'est pas malheureusement éteinte pour certains, et ce feu de la joie intérieure. Donc si vous voulez revenir la semaine prochaine, ça sera avec grand plaisir. Alors ça devait être le 5 novembre, finalement ça sera le 6, j'espère que vous pourrez être là. Et je te donne maintenant, ma chère Ève, le mot de la fin. Sur quoi tu veux conclure cet épisode? Moi, je veux simplement dire merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Je les remercie chaleureusement, voilà, d'avoir pris le temps de se joindre à nous pour voilà, écouter ce partage. Voilà, j'ai simplement envie de dire ça. Merci. Et puis, belle vie à vous. Merci.
Merci beaucoup à Ève, merci à tous hein, et je vous dis peut-être à une prochaine fois pour un prochain épisode de Destins alchimiques. À bientôt. Oui. Mm.